Bienvenue dans Incarné, le podcast qui raconte l'histoire de métamorphose dans sa dimension d'éveil. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Incarné. Aujourd'hui, je reçois Mélanie qui a lancé le mois dernier une campagne de crowdfunding pour financer son premier film qui s'appelle d'ailleurs Première Lune et qui a pour sujet de voyager à travers le monde et de mettre en lumière les traditions qui célèbrent l'arrivée des premières règles. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de découvrir le cheminement de Mélanie, de son enfance, de son évolution et transformation en tant que femme, et ce qui a nourri ce projet et qui lui donne envie aujourd'hui de partager sur ces sujets. Donc ma première question, c'est euh, est-ce que tu étais déjà réalisatrice avant d'avoir envie de faire ce projet? Ou voilà, qu'est-ce qui t'a mené en tout cas à cette réalisation et de te présenter en grande ligne à travers ça? Alors non, je suis pas réalisatrice de métier, je suis photographe Ok. et c'est suite à l'envie d'évoluer sur mon métier de photographie, d'aller plus loin que j'ai passé le cap de vouloir devenir réalisatrice. En fait, j'avais la sensation que les gens me transmettaient beaucoup de choses quand j'allais chez eux sur leur façon de vivre la maternité, enfin notamment, et la féminité enfin les femmes principalement. Et des fois, j'étais tellement touchée par ce que j'entendais, ça me remuait tellement que je me disais non mais je peux pas en rester à l'image fixe en fait. J'ai envie que d'autres entendent ce que j'ai entendu. Et du coup, c'est venu de cette expérience-là de photographie que je suis venue à la vidéo. Voilà. Ouais, j'avais envie, c'était une envie de transmettre, une envie de partage. Et aussi, je continue toujours à faire de la photo, mais de moins en moins, voire quasiment plus. L'idée, c'était aussi de, de faire passer en fait des messages par des œuvres audiovisuelles, des messages que j'avais envie de faire passer, mais par l'art visuel en fait. Donc c'est un moyen d'expression pour moi, et aussi peut-être d'inspiration pour les autres femmes et les autres familles en fait. Une question que j'aime bien poser, c'est sur le prénom. Donc Mélanie, qu'est-ce que ce prénom raconte de toi et de ton féminin? Oula. Bah écoute, c'est marrant que tu poses cette question parce qu'en fait, à la base, mes parents étaient sûrs que je serais un garçon. Ok. Et en premier lieu, ils avaient choisi un prénom. Enfin, le prénom c'était Mehdi si j'étais un garçon. Et par rapport à mon féminin, enfin là, ça c'est plus lié à l'enfance qu'à mon prénom, je pense. Mon prénom en lui-même, en fait, c'est un rapport avec la mélanine, ce qui colore, ce qui pigmente. Ça veut dire aussi noir en grec. Euh, mais réellement, je pense qu'au-delà du prénom, en fait, j'ai souvent porté à l'étiquette on va dire, enfin, pour moi, c'est vraiment une étiquette de garçon manqué parce que j'étais très active, très intéressée par des activités qui étaient définies par le genre, enfin, comme grimper dans les arbres, ramasser des insectes, les découper pour les regarder au microscope. Voilà, j'avais vraiment toute cette passion-là en lien avec la nature et j'étais absolument pas intéressée par tout ce qui était de l'intérêt de mes amis quand j'étais enfant, pas du tout. Donc, je n'étais pas du tout intéressée par les poupées, les Barbies. C'était vraiment pas moi, ni les voitures. En fait, j'ai jamais aimé vraiment jouer à des jeux qui sont créés pour les enfants. J'ai Hmm. toujours
j'ai toujours aimé être au contact de la nature et mes expériences, je les faisais principalement dans la nature en fait, hein. Donc j'avais la chance d'avoir enfin la première partie de ma vie non, j'étais en appartement, mais quand j'ai eu 10 ans, on a vécu en maison et là ça a été une grande révélation pour moi. Enfin, c'est surtout un accomplissement de ce que j'avais toujours eu envie, d'être au contact de la nature, même si c'était une maison en ville, mais en tout cas j'avais la chance d'avoir un grand jardin, donc voilà, mais en tout cas, par rapport à ma féminité, non, je pense que c'est plutôt l'inverse en fait. Ma féminité, je l'ai découverte vraiment après. Est-ce que le fait que tes parents aient désiré justement un garçon, est-ce que tu sens que ça a eu une influence sur la façon dont tu as pu ressentir ton féminin petite fille et par la suite? Je pense vraiment qu'en fait, je ne sentais pas que j'étais une fille ou un garçon. Mhm. Je j'ai jamais ressenti en fait que j'étais ni l'un ni l'autre. C'est difficile à expliquer. Je me Non. sentais plus comme un animal. Oui, j'avais pas ce rapport. Ça a été plus problématique après parce que j'ai voulu correspondre en fait à des moules ou à des choses qu'on attendait de moi, mais réellement le féminin, ça s'est vraiment fait plus tard. Je suis passée par plein d'étapes, mais en tout cas, dans mon enfance, mon père avait un comportement avec moi entre guillemets. On va dire entre guillemets comme un garçon, mais c'est hyper, j'ai même pas envie. C'est pas vraiment ça, parce que c'est aussi une façon de stigmatiser, se comporter avec moi comme j'étais aussi, donc très nature, très corporelle, donc très intéressée par les légumes qui poussaient. Enfin voilà, donc du coup, c'est difficile à dire en fait. Ça a été plus vers l'adolescence où Ouais. j'ai senti qu'en fait, il fallait que je me définisse, mais c'était vraiment dans le but de me faire accepter. C'était pas, ça venait vraiment pas de mon intérieur à moi en Ouais. fait, hein. Et donc tu dirais que ça venait de qui cette pression, si on peut dire ça comme ça? Ça venait de tes camarades, de ta famille, de quelle partie extérieure exactement? Il y a eu deux choses. Il y a eu par l'apparence, en fait, j'étais très grande et donc j'ai eu envie de dissimuler mon corps. Enfin, je suis très grande, je suis 1,80 m si tu veux aujourd'hui. Ok. Et donc, quand j'avais 12 ans, je faisais 1,72 m et je pense que c'est la taille de ma fille actuellement. Mais j'étais dans un collège privé avec beaucoup de familles qui avaient des gros moyens, enfin plus de moyens que nous. Nous, c'était pas, mes parents m'avaient avaient décidé en fait ce lieu pour moi parce que par rapport aux fréquentations qui étaient moins bonnes dans un autre collège où il se passait plein de choses. Donc, par sécurité, ils avaient fait ce choix-là. Mais au final, c'est vrai que ça a été une expérience très dure pour moi parce que je me suis sentie beaucoup rejetée justement par rapport à mon désintérêt pour les vêtements de marque. À l'époque, c'était principalement ça. Et donc, j'ai vécu très fortement le harcèlement scolaire et ça a été très dur. Ça a été la période de ma vie la plus difficile, durant laquelle je me suis sentie beaucoup rejetée. Et ça a été que plus tard où, lorsque j'ai commencé à être attirée par certains garçons, que j'ai essayé je pense, de me mouler, de vouloir plaire, de sortir de qui j'étais en fait, hein. Enfin, j'étais en train, je cherchais l'intégration et c'est par la recherche d'intégration que j'en suis venue à vouloir ressembler à ce qu'on attend d'une fille en Occident. Voilà, de toutes ces images qui sont prônées par les médias, par la culture, euh, ouais, enfin partout en fait, hein. Enfin, c'était un conditionnement global. Et c'est vrai que moi, j'avais pas des envies de, 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 de montrer ma féminité de certaines façons ou de mettre des sous-vêtements en dentelle ou des choses comme ça. Enfin, c'était pas moi. Je l'ai fait vraiment pour être acceptée en fait. Et est-ce que tu te souviens ce que ça voulait dire pour toi être femme, ou du moins comment est-ce que tu le ressentais, ce devenir de femme? Est-ce que tu avais de l'appréhension, de l'excitation? Est-ce qu'au contraire, tu avais déjà certains stéréotypes déjà bien ancrés qui te faisaient dire ah bah être femme c'est ça? Voilà,
Comment est-ce que tu te situais dans ce devenir de femme? Je pense que ça a été vraiment tardif. Ça a été à ma deuxième grossesse, en fait. Ok, Je pense que jusqu'à mon deuxième enfant, j'étais clairement pas la femme que j'étais à l'intérieur. Renvoyer à l'extérieur, en fait, c'était une façon de plaire, que ce soit la façon de m'habiller, la façon de m'exprimer, ma façon aussi peut-être d'attirer l'attention, mon métier. Alors, pas forcément mon métier en tant que photographe, mais en tout cas mon comportement à travers ce métier, ma façon de photographier, qui en fait était pas vraiment la mienne, mais que j'avais aussi, enfin que j'ai mis du temps aussi à aller à mon véritable art, à moi. Non, je pense que ça vraiment, je pense que je me suis vraiment sentie femme quand ouais, ça a été vraiment tard en fait, hein. Enfin tard. Après, j'ai mon deuxième enfant à 25 ans, mais j'ai l'impression que tout est arrivé vers la trentaine, où il y a eu des choses que j'ai commencé vraiment à ressentir et à comprendre. Mais non, je peux pas t'en dire plus sur ce passage. et justement, donc après cette deuxième grossesse, c'est quoi le déclic qui te connecte à cette dimension féminine? Je pense qu'en fait, ça a été avant d'être femme, ça a été surtout des la sensation d'être femme, ça a été avant tout des apprentissages sur moi, Ouais. de comprendre qu'en fait, tout ce que je faisais n'était que n'était que une quête d'approbation en fait de l'extérieur. Et quand j'ai compris qu'en fait, il était vraiment temps que je décroche de cette recherche d'approbation, et que je me suis vraiment connectée à mon cœur et à moi vraiment, j'ai su qui j'étais en tant que femme. Mais ça a été plus sous la vision d'un oignon que j'ai épluché, tu vois, plutôt qu'en fait c'est pas quelque chose que j'ai ajouté, mais plutôt des choses que j'ai enlevées qui ont fait que j'ai découvert l'essence de ma féminité. Et après, par la suite, il y a aussi j'ai eu des souffrances dans le passé liées à ma sexualité, liées à, j'ai été regarder de plus près en fait ce qui se passait en fait à l'intérieur de mon corps et de ma sexualité. Et c'est par la sexualité, c'est par le cycle menstruel et par l'acceptation de mon sexe que vraiment j'ai découvert ma féminité. Je pense que ça a été vraiment ça. Tu vois, j'avais des blocages, euh, j'avais euh, j'avais des blocages, j'avais vécu des blessures, j'avais eu voilà, des blessures très intimes. Après, j'ai eu des expériences d'accouchement, enfin, pour la première et pour le troisième, malgré que ce soit à la maison, avec des violences un peu morales et des violences gynécologiques. Et c'est vrai que je pense qu'en fait, c'est à force de vivre tout ça où je me suis dit, OK, en fait, il faut que j'aille travailler ce qui se passe par ici, en fait, pour comprendre. Et, et plus j'ai communiqué avec ma mère, je pense, et plus j'ai compris mon passé. Enfin, ça a été une guérison de la lignée, en fait, hein, de femmes. Enfin, la guérison, elle n'est jamais terminée, mais en fait, c'est à ce moment-là vraiment où je me suis intéressée à moi en tant que femme et ce que ça signifiait, quoi. Ça a été, voilà. Je dirais même que ça a vraiment pris. Ça a vraiment pris corps en fait là à mon troisième accouchement quoi. Enfin, je pense que je franchis des étapes petit à petit quoi. Et donc là, tu partages vraiment un mouvement de retournement à l'intérieur de toi-même. Et justement, comment s'est fait ce mouvement-là? Est-ce que tu as été accompagnée? Quels ont été les outils sur ton parcours? Est-ce que ça a été par toi-même? Voilà. Un peu tout. Alors c'est vrai que ça a été une espèce de passion pour moi le développement personnel. J'ai toujours aimé depuis que j'ai 16 ans. Par exemple, j'ai toujours senti que j'étais extrêmement intuitive. Et depuis que j'ai 16 ans, je fais des rêves un peu prémonitoires, je tire les cartes. En fait, je la connaissais, ma féminité. C'était juste au niveau de l'apparence et de la culture, je, je- pour moi, c'était pas nécessaire de la définir par l'extérieur. Je pense que c'était ça.
Mais à l'intérieur de moi, je la sentais sous des qualités, sous des je sais pas, des compréhensions, des subtilités par l'art, tout ça en fait. C'est comme ça que vraiment je me suis sentie femme. Et, et en fait, depuis que j'ai 16 ans, je lis des livres sur la spiritualité, le développement personnel, sur les Amérindiens. Donc en fait, je pense que ça a été un mélange de tout et arriver à prendre ce qui était pour moi dans chacune des lectures et apprendre à... Alors ça, c'était un long travail aussi, de pas penser que un auteur ou un guide détient la vérité, mais de vraiment avoir en fait conscience que la vérité, elle est dans mon cœur, que je la connais, si je me laisse le temps d'y plonger en fait. Hein. Donc c'était vraiment ça. Et après, finalement, ces livres, ça a été des outils pour accéder à moi-même. Et quand j'ai compris que j'avais plus besoin de suivre une personne en particulier, parce que je suis passée par cette phase-là où je pensais que, ah non, c'est pas lui qu'il faut suivre, il a dit ça c'est pas en accord avec ce que je ressens, donc je vais plutôt aller chercher là. Et puis si je vais pas chercher là, je vais plutôt aller dans le taoïsme. Et puis si je vais pas dans le taoïsme, je vais plutôt aller dans le bouddhisme. Et puis si c'est pas ça, ben non, c'est peut-être du coup tel sage, ou c'est peut-être telle façon de communiquer, etc., etc. Et en fait, je pense souvent à cette image du Christ, en fait, qui a le doigt sur le cœur dans les églises. Et en fait, cette icône, pour moi, je la vois comme une icône parce que enfin, c'est pas en lien forcément avec l'église en soi, mais l'icône, en fait, du Christ qui monte son cœur pour dire c'est ici, en fait, c'est juste là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher hyper loin. Et voilà. Et donc ça a été, ouais, je pense qu'en fait, ça a été un mélange de tout, mais surtout et avant tout un processus personnel, même si j'ai été accompagnée pendant une période de ma vie, mais c'était plus je me rends compte au jour d'aujourd'hui que cet accompagnement, c'était plus une façon pour moi d'exprimer ce que j'osais pas dire aux autres personnes, en fait, hein. C'était juste parce que il fallait il fallait que ça sorte, en fait. Il fallait que je parle à quelqu'un. Donc, euh, donc voilà. Et par rapport à ces lectures et à cette ouverture spirituelle, est-ce que c'était quelque chose qui était déjà présent dans ta famille ou justement c'est toi qui es allé, qui t'es senti guidée vers ça? Alors, écoute, non, je croyais que ça n'était pas du tout dans ma famille. Mhm. Enfin, mais ma mère, elle a quand même des attirances, enfin, en lien avec la Vierge Marie. Enfin, voilà, chacun, enfin, mon père, je crois, après, ça, c'est ma propre croyance sur lui. Il est plus discret en la matière. Je sais qu'il croit à des choses, enfin, quand je faisais des rêves, quand j'étais jeune et tout, je voyais que ça l'intriguait, qu'il était pas du tout dans le rejet de quoi que ce soit, de cette forme d'intuition-là. Et puis, quand ma grand-mère, elle est décédée, là, au mois de mars, on a retrouvé des tonnes de livres dans sa bibliothèque. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, la moitié des lectures qu'elle avait, je les avais. Enfin, en fait, c'est les mêmes livres édités des années auparavant, mais qui parlaient de l'intuition, du pouvoir créatif, d'un tas de choses. Après, avec des choses peut-être des fois un peu plus sombres, un peu plus liées à la sorcellerie, mais pas forcément qu'elle pratiquait. Mais il y avait quand même une ouverture. Je croyais que ça venait forcément que de moi, mais non, pas du tout en fait. Ouais, il y avait quand même quelque chose qui était déjà là, hein, que je croyais qui n'appartenait qu'à moi et qui venait que de moi. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça venait quand même de ma grand-mère, voilà, qui avait 92 ans, quoi. Donc voilà. Et est-ce que de ton cheminement dans ta dimension féminine, est-ce que ça a eu une influence dans le rapport avec ta mère et notamment la communication autour du féminin? Oui, oui, parce que elle est très touchée par mon projet et pourtant notre parcours, il n'a pas été simple. Et j'ai l'impression qu'à travers mon projet, en fait, elle guérit aussi elle-même en fait des choses. Et ça, c'est génial, alors que j'aurais jamais cru avant ça puisse être possible. Et je sens vraiment un vif intérêt et une sorte, pas une, pas une admiration, mais
comme si je portais un espoir en fait de quelque chose qu'elle avait en elle avant, quoi, mais qui était tabou, tout simplement. Donc, du coup, oui, nos conversations au niveau, enfin, au moment présent, elles sont. Et en parlant de ton projet, est-ce que avant de t'orienter vers la réalisation et sur la thématique donc là des premières règles dans le féminin, est-ce que ton travail de photographe touchait déjà au féminin? Alors en fait, moi, j'étais photographe pour la grossesse et j'allais dire et les femmes enceintes. Pour la grossesse et les nouveau-nés. Donc oui, bien sûr, ça tournait autour de la féminité. Et puis après aussi, j'avais tellement de femmes en fait qui étaient mal dans leur peau. Quand j'arrivais en séance photo, me disaient ah oui, mais par contre, je veux pas que tu prennes cette partie-là de mon corps en photo, ou je veux pas ou je veux pas que mon profil se voit, ou ne me prends pas de ce côté-là en photo, etc., etc. Et en fait, ça me renvoyait mes propres. Je leur disais non, mais il faut être bien dans leur corps. Enfin, je me rappelle avoir promulgué des conseils que je m'appliquais pas du tout, en fait, sur être bien dans son corps. Mais j'ai eu l'impression qu'en les aidant toutes, en fait, à se voir aussi belles que moi je les voyais, j'ai eu l'impression de moi me voir beaucoup plus belle que ce que je me voyais aussi par la suite. Donc ça a été chouette. Donc ça a été une forme de photothérapie quand même. Et puis après, avec le cumul de toutes ces expériences-là, en 2015, j'ai eu envie de faire un livre photo sur les femmes qui étaient justement mal dans leur peau. Et donc j'ai pris en photo 35 femmes nues. Mais nues, pas du tout dans une conception d'hypersexualisation qu'on peut voir dans les médias, mais justement complètement naturelle, sans pose suggestive ou voilà, pas du tout ça, mais au contraire pour mettre en valeur. Mais par exemple, il y avait des femmes qui s'étaient fait opérer je crois qu'on appelle ça, peut-être je me trompe, mais abdominoplastie, quelque chose comme ça, pour enlever le surplus de graisse après une forte perte de poids, des femmes qui ont eu des cancers du sein, des femmes qui avaient plus de sein du tout. Et en fait, j'ai pris en photo ou des femmes qui s'étaient fait mettre de la poitrine et qui avaient des cicatrices ou qui avaient des ratés d'opération, des femmes qui étaient en ménopause, qui étaient très maigres, des jeunes femmes anorexiques. Enfin, donc ce livre a déjà été je pense, la première étape vers le fait de devenir réalisatrice, puisque c'est à ce moment-là, en 2015, où je me suis dit, avant chaque prise de vue avec ces femmes, leur témoignage me faisait pleurer en fait. C'était l'émotion, elle était hyper forte sur leur façon de vivre leur féminité. Et c'est à ce moment-là que je m'étais dit, mais non, mais j'aurais dû faire un film, c'est pas possible de faire qu'un livre. Et ça a été les prémices il y a 5 ans je pense, de mon arrivée dans le monde de la vidéo. Et par la suite, quelles ont été les différentes étapes qui t'ont amené jusqu'à proposer ton projet de film sur Ulule et dire ça y est, je suis prête à co-créer avec vous et à offrir tout ce qui a travaillé à l'intérieur en gestation au monde. Ouais, je pense que c'est une succession. C'est une succession, mais le point de départ, ça a été mon troisième accouchement où j'ai été très en colère pendant 2 ans. Et ma colère, enfin, j'étais très en colère pendant ma sage-femme pendant 2 ans. Je comprenais pas qu'on puisse accompagner les femmes à domicile et leur faire autant de mal, donc ça a été un gros parcours pour moi. Et mes amis, mon groupe d'amis que j'adore ici m'a offert en fait un soin Rebozo avec une hutte de sudation et un massage à 4 mains, tout dans la même journée. Et quand j'ai fait ce soin, j'ai eu l'impression, en fait, enfin, le sentiment, la sensation de me débarrasser de ma colère, en fait. J'ai vraiment marqué le passage vers le pardon envers cette femme. Et je lui ai écrit une lettre pour la pardonner, etc., pour lâcher ses remords et ses crocs que j'avais contre elle. Et c'est à partir de là où j'ai fait du travail sur ma colère. Je pense que ça a été la porte d'entrée à comprendre que j'étais quelqu'un en fait qui était en colère et qui en fait faisait les choses par colère. Donc
Par exemple, j'étais hyper active parce que j'avais des peurs et des colères liées à la mort. Ou j'étais, enfin voilà, j'avais compris. Et quand j'ai compris tout ça, j'ai eu l'impression, en fait, comme si on m'ouvrait un sas et que derrière il y avait la caverne d'Ali Baba. J'ai vraiment eu ce sentiment-là. Quand j'ai passé ce truc-là, je me suis dit, waouh, mais en fait, tout ce que je rêve est en train de se mettre en place. Ça marche. Et en fait, il fallait juste que je me déleste en fait de tous ces bagages lourds qui m'ont empêché d'avancer. Quand j'ai posé mon sac à dos avec mes peurs et mon sac à dos avec mes colères et tout ce que je ressentais sur les autres et sur moi et sur la société, ben j'ai pu avancer en fait. C'était plus lourd, c'était tout léger, donc je pouvais avancer tout droit et choisir le chemin que j'allais emprunter. Donc c'est à ce moment-là où vraiment il y a eu des choses qui sont venues à moi. Et un jour, en faisant une méditation dans mon bain, quelques jours après la hutte de sudation, mais ça faisait 2 ans que je disais à mon conjoint, que je disais, j'ai envie de changer de métier, mais j'arrive pas à trouver quoi, je trouve pas ma voie. Alors, je me laissais aussi vachement influencer par mon entourage qui me disait, mais avec ton expérience, tu devrais accompagner les femmes. Et moi, je me voyais absolument pas thérapeute parce que quand quand je suis dans un cercle de femmes, par exemple, je fais que de pleurer dès que quelqu'un parle, en fait, et Mm. j'ai pas la force de me détacher du tout. Dès qu'il y a quelqu'un qui a des émotions, j'ai l'impression que je suis dans elle, en fait. Enfin, donc je me voyais pas du tout thérapeute. C'était pas du tout la, la, la façon d'accompagner, en fait. C'était là, c'était sous-jacent, et il fallait juste que je trouve ce qui corresponde à moi, en fait, hein, tout simplement. Et donc, dans mon bain, me vient le mot réalisatrice. Je faisais une méditation guidée et, euh, et je me rappelle avoir rigolé en me disant non, mais n'importe quoi, t'es trop prétentieuse, c'est trop gros, t'y arriveras jamais. Enfin, il y avait tous mes saboteurs qui étaient en train de s'activer et voilà, j'étais en train, enfin, de me dire non, mais n'importe quoi. Alors qu'en fait, au fond, j'en avais très, très envie. Et je me vois devenir enfin, au jour d'aujourd'hui, je me vois devenir même une vieille réalisatrice et faire ça longtemps, quoi. Enfin, c'est comme une évidence au jour d'aujourd'hui. Et donc, quand j'ai enfin accepté l'idée, je m'en rappelle, j'en étais hyper sûre, un peu comme quand on est sûr de trouver l'amour de sa vie, tu vois, c'était vraiment ça. Et je me suis dit, ah oui, non, mais c'est évident, c'est ça que je veux faire, ça que je veux faire, ça que je veux faire. Donc du coup, je savais ce que je voulais faire et je savais ce que je voulais dire, mais j'étais encore dans le truc de penser détenir une vérité. Donc il y a eu tout ce parcours-là aussi sur la féminité à faire pour ouvrir au maximum en fait le projet et pas justement l'axer que sur le féminin sacré. C'est ce qu'on m'a reproché, que j'ai rejeté. Puis après, j'ai compris qu'il y avait une certaine justesse là-dedans, puisque ma façon de voir les choses ne peut pas être la façon de voir de tout le monde. Mhm. Et en fait, voilà, donc j'ai commencé un certificat d'études autochtones au Canada. C'est Ça ça. m'a permis d'apprendre des choses. Je l'ai pas passé parce que avec le coronavirus, ça a pas été au bout, mais j'ai fait une partie des unités. C'est des études sur les peuples racines en fait, mais ça existe qu'au Canada ce diplôme. Et j'aurais vraiment aimé le continuer, sauf que ils ont passé mes études de 8 000 à 24 000 euros avec pour raison le coronavirus. Donc du coup, malheureusement, j'ai pas pu continuer. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai axé mes recherches et mes lectures universitaires. Enfin, je me suis fait mon propre parcours universitaire en l'accent sur les peuples et leur vision de la sexualité, la construction de la féminité, etc., etc. Et donc, j'ai accepté que j'avais besoin d'apprendre. Ça, c'était un de mes défauts aussi, de penser que j'avais besoin d'apprendre. J'ai accepté je suis allée en formation en résidence d'écriture avec une réalisatrice à Paris pour apprendre par hypnose en fait ce que je venais chercher et d'où venait la naissance de mon documentaire. Et donc je suis passée par toutes ces étapes d'apprentissage et en fait ça fait un an que j'apprends à être réalisatrice.
Voilà. Et donc j'ai fait plusieurs formations. J'ai appris aussi je suis en train d'apprendre aussi la vidéo avec un vidéaste à Bordeaux qui a une façon de filmer qui correspond à ce que je souhaite faire. Et voilà. Donc en fait là, je suis dans les étapes encore d'apprentissage, tu vois, je pense jusque début janvier parce que ça s'est un peu décalé. Et pour arriver jusqu'à la plateforme de crowdfunding, bah, ça a été la construction du dossier et c'est passé par aller chercher à l'intérieur de moi où je voulais aller en fait avec ce projet. Et maintenant, parlons justement de ce film, ce premier film, Première Lune. Qu'est-ce qui a nourri ton projet? Quelles ont été tes inspirations qui t'ont amené à vouloir partager sur ce sujet et vouloir mettre en avant quelque chose de très peu connu, et notamment dans notre pays, la France, et en Occident, c'est-à-dire la célébration des règles à travers des rituels. Alors donc le projet, c'est que je souhaite tourner à partir du mois de janvier un film qui parle et qui partage les différentes formes d'accompagnement et de célébration des premières règles autour de la planète. En fait, tout autour de la planète, il existe en fait des formes de célébration sur les premières règles, même en France, dont certaines personnes n'ont pas connaissance. Et l'idée, ça serait de s'inspirer, si on en a envie, enfin si ça résonne en fait aux spectateurs, des formes en fait d'accompagnement ou durant ce passage en fait tout simplement des premières menstruations. Et d'où c'est né alors je pense qu'en fait tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent en fait ça fait partie de la naissance du projet. Mais aussi donc des lectures liées, enfin un cadeau particulier qu'on m'a fait, je sais plus quand du coup. Je pense que ça devait être en 2016 ou voilà donc un livre qui parlait du cycle menstruel, qui était donc Lune rouge de Miranda Gray. Et en fait, je me demandais déjà avant ce livre si j'avais pas un problème parce que je changeais d'humeur au cours du mois, que un jour ça allait, un jour ça allait pas. Enfin voilà, je me disais mais comment c'est possible de passer de autant de création de formes à j'allais dire non, c'est même pas la tristesse ni la destruction, mais enfin, en tout cas, à l'époque, j'avais l'impression que j'étais en train, je faisais la destruction. Enfin, c'était comme ça que je l'avais. Mais en fait, l'endomètre se détruit, donc ça peut s'imager comme ça aussi. Et voilà, un espèce de deuil intérieur que je vivais chaque mois. Et quand j'ai lu ce livre, ça a été. Alors déjà, j'étais hyper rassurée parce que j'avais l'impression de me reconnaître vraiment dans tout ce que je lisais. Et je me disais waouh, mais en fait, ok, je suis lunatique, mais c'est complètement normal. C'est pas négatif, c'est pas du tout négatif. Et j'ai du mal à trouver mes mots, excuse-moi. D'ailleurs, je suis en plein cycle, en premier jour, donc je pense que c'est un peu lié. Et en fait, quand j'ai compris que je ne vivais pas selon les phases de mon cycle menstruel, je me suis dit, ok, j'ai une vie hyper intense, je ne crée pas cet espace-temps pour me reposer au moment où je devrais me reposer, prendre soin de moi, où je devrais prendre soin de moi. Voilà, ma vie était complètement linéaire et pas du tout cyclique, et linéaire mais très très intense parce que je faisais plus de 4 séances photos par jour à domicile et en extérieur, et ça durait 2 heures chaque séance photo, donc c'était quand même assez physique. Plus les enfants, plus les émotions, plus tout quoi, enfin le quotidien de beaucoup de femmes. Et j'ai compris qu'en fait il y avait un souci dans mon quotidien lié à la surcharge, mais c'était pas lié qu'au cycle, c'était aussi lié à mes problématiques personnelles sur comment personnelles et conditionnées sur le fait qu'on doit remplir à fond nos agendas.
que en fait on a voilà notre vie doit être remplie d'activités constamment et enfin bref j'étais encore conditionnée là-dessus et donc du coup ça a tout été ensemble où j'ai ressenti le besoin profond et nécessaire, sinon j'allais craquer, de ralentir. Donc j'ai ralenti dans un premier temps en fait au niveau de mon cycle. Je me rappelle en avoir parlé un peu à mon compagnon, lui expliquer comment ça fonctionnait, etc. Il était super ouvert, c'était chouette d'échanger avec lui et de sentir cette ouverture aussi évidente, on va dire. Et en fait, petit à petit, je pense que ça a été un début de prise de conscience. Ça a été un réveil simultané dans plein de domaines, puisque en fait notre vie a changé vraiment, a changé littéralement, enfin progressivement et en même temps littéralement, puisqu'on a décidé de se reconnecter vraiment à la nature. Je pense qu'en fait, ça a été étape par étape, mais c'était vraiment, ça fait vraiment partie de la construction de mon film, en fait, tout ça, puisque en fait, c'est seulement en ayant fait euh, en sorte de moins consommer alors qu'on était vraiment, on vivait sur la Côte d'Azur, donc c'est pour te dire que on est dans un et en fait on a changé donc il y a 6 ans, on a changé il y a 6 ans de vie quoi avec cette volonté de ralentir, d'être dans les grands espaces, voilà dans les Landes, on est trop bien quoi, enfin c'est génial. Et ça a été très progressif et on a voulu quitter tout ce, il y a quand même une énergie liée au paraître qui est très forte et qui me correspondait pas et depuis toujours. Mhm. Et voilà, et mon lycée, enfin mon collège dont je te parlais tout à l'heure était à Antibes justement. Donc, et voilà, et donc du coup en fait ça a été ces apprentissages-là sur nous. Et puis je pense que notre couple, il aurait pu aussi rester quoi de ce rythme en fait, hein, puisqu'en fait au final on passait plus de temps au travail, on passe plus de temps au travail qu'avec les gens qu'on aime, donc c'est assez difficile quand même comme vie, hein. Enfin, pour moi, alors en tout cas pour moi, c'était une vie qui était difficile et pour mon compagnon aussi. Et puis voilà, on a tout quitté et je pense que de ramener à la conscience le temps, de comment on veut vivre notre temps, du coup, en moins consommant, on a été obligé de quitter la région parce que c'était pas possible, du coup, de payer aussi cher de loyer, mais en moins consommant, ben forcément, on a moins travaillé, on a eu plus de temps pour nous. Et donc, moi, pour vivre mon cycle et savoir vraiment ce que je voulais, qui j'étais, vers où j'allais, etc. Donc c'est ça qui est intérieurement, on va dire, qui a participé à la construction du projet. Et donc quand j'ai eu ma fille qui était en âge d'avoir ses premières règles, je j'avais déjà des échanges très, je la sensibilisais déjà en fait sur ces thématiques-là. Et donc du coup, quand elle a eu ses règles pendant le premier confinement, ça a été euh, ça a été assez évident quand même qu'elle se respecte, qu'elle me qu'elle me parle de ses choix, de ce qu'elle voulait faire, etc. Et en fait, parce que la communication est déjà ouverte depuis des années, ça s'est pas fait en un clin d'œil. Et en fait, cette ouverture-là, en fait, ça nous a donné envie de regarder un peu comment. Je sais pas, j'étais déjà intéressée depuis l'année dernière par le fait de monter ce projet, mais je suis allée beaucoup plus loin du fait que ma fille ait eu ses propres menstruations. Je me suis dit, ok, en fait, dès le plus jeune âge, ça serait chouette que des jeunes filles aient des outils pour connaître leur cycle, qu'elles les utilisent ou qu'elles ne les utilisent pas, mais qu'elles aient des outils de connaissance intérieure par le biais de leur cycle, de leur utérus, que pas d'un point de vue uniquement physiologique, mais aussi physiologique, même si je n'en parle pas dans le documentaire. Et en fait, voilà, c'est un peu un documentaire, c'est un documentaire poétique et en même temps de sensibilisation aussi à la dimension cyclique en fait du féminin et qui pour moi serait intéressante
comment dire, d'apprendre ou de, de s'inspirer en fait avant les premières règles. Et les images qu'on voit dans la campagne Ulule, puisqu'il y a un mini-film de présentation du projet, est-ce que ce sont des images que tu as tournées toi-même et comment ça s'est passé ce premier tournage pour la bande-annonce? Non, en fait, j'ai la partie où il y a Rose, ma fille. Ça, Ouais, c'est la partie que j'ai filmée, ok. du soin qui lui a été fait à ses premières menstruations. Et après, la suite, non, ce sont des vidéos que j'ai intégrées en fait au teaser qui ne sont pas mes vidéos. C'est pour ça que je le note à la fin, mais sont des endroits où je vais me rendre. Donc bon, voilà, c'était vraiment pour expliquer ce que j'allais rechercher, etc. Et qu'est-ce que tu as ressenti le jour où tu as mis ton projet sur Ulule et que ça y est, bah, il était à la vue de tous, offert au monde? Un accouchement, ouais, un genre de délivrance, un accouchement, un accomplissement, voilà. Mais enfin un début d'accomplissement ou la sensation de mettre les pieds à l'étrier, tu vois, de dire allez c'est parti, je suis prête pour le galop. Et qu'est-ce que tu as ressenti tout au long de la campagne, bah, de l'engouement autour de ton projet, de la solidarité et notamment par exemple le fait que bah, tu as récolté une somme vraiment supérieure à ce que tu avais demandé à la base? C'était vraiment magique en fait. Hein. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Je me suis sentie propulsée vers le fait voilà, j'ai hyper hâte de commencer. J'ai reçu des tonnes d'emails. Ça a été vraiment. Après j'ai dû rassembler en orientant vers mon mail parce que du coup c'était sur Instagram, sur ma page perso, Facebook, sur ma page pro, et après des fois des messages vocaux sur Messenger. Mais j'ai été hyper touchée en fait. Hein. Enfin, ça a été ça m'a porté, ça me porte en fait. Hein. C'est tellement en fait j'ai même des gens qui m'ont écrit d'autres cultures comme quoi ils aimeraient que le documentaire après soit traduit parce que c'est tabou dans leur culture. Enfin voilà, c'était vraiment magique. Enfin tout ça c'est vraiment magique en fait. Hein. J'en reçois encore des fois, mais ouais, c'est hyper touchant. Enfin moi je suis ouais, ce que j'ai ressenti, c'est la sororité, je pense vraiment. Enfin, cette énergie féminine qui appelait et qui était finalement dans l'attente de ça aussi, quoi. Donc, voilà. Aujourd'hui, tu es à quelle étape de ton projet? Alors en fait, là, je viens de terminer le dossier pour le CNC avec donc du coup tous les détails concernant en fait la réalisation. Donc là, c'est vraiment le dossier cinéma, mais ça a été hyper nécessaire parce que ça m'a permis de construire le fil rouge de ce que j'avais envie d'amener à travers la création du documentaire. Et au niveau des destinations, c'est plus ou moins décidé, sauf que j'avais peut-être un peu exagéré le nombre de destinations où je voulais me rendre. Voilà, parce qu'en fait, j'ai eu aussi une nouvelle extraordinaire là les 15 derniers jours, c'est qu'en fait, il y a une dame qui a une boîte de production à Paris qui a été complètement appelée par mon projet et qui donc avec qui je devrais signer d'ici 2 3 jours maximum notre contrat. Et donc déjà le documentaire a trouvé une productrice, donc c'est génial, ça c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle pour un film enfin voilà, je souhaite, j'ai l'ambition que le film se voit au cinéma principalement et pas chacun dans son lit ou dans son canapé. Je voudrais qu'ils réunissent et qu'il y ait même des discussions après, enfin qu'il aille aussi dans les collèges, enfin voilà. Et je m'éparpille un peu, excuse-moi. Et Non, du non, coup, mais voilà. Et donc, du coup, ma productrice m'a dit, vu le nombre de destinations que tu souhaites mettre en place, c'est plutôt des épisodes qu'il va falloir faire, ou alors un documentaire de 3 heures. Et voilà. Donc, du coup, on est parti sur le fait
de restreindre un tout petit peu plus le nombre de destinations, voilà, pour avoir le temps quand même d'aller dans l'intimité de chacune des jeunes femmes qu'on va rencontrer. Et voilà, et puis j'en dirai pas plus, surprise. Et là, en ce moment, tu te sens sur quelle énergie en cette fin d'année et bientôt début d'année 2021? Euh, bon, alors là, en pleine période de cycle, c'est toujours un peu plus le moment où je suis dans mes ombres, mais j'essaie de rester, je dis bien j'essaie parce que c'est pas facile à 100%, mais j'essaie de rester constante en fait dans mon projet, enfin dans notre projet, parce qu'en fait si je porte mon attention sur ce qui se passe à l'extérieur et la situation actuelle qui est traversée, je pense que, comme beaucoup, je risque en fait de baisser les bras et je ressens que ce n'est absolument pas ce dont le monde a besoin. Coûte que coûte, je garde le cap. Voilà, mais mon questionnement, il est plus lié aux modalités de voyage, comment ça va se passer. Voilà, moi, j'ai pas envie de filmer des gens avec des masques, par exemple, c'est hors de question. Donc voilà, est-ce que ça va être possible? Donc plutôt sur le côté pratique de comment je vais réussir à mettre ça en place. Et euh, et après, là, je suis dans l'achat du matériel qui devrait avoir lieu d'ici 10 jours. Donc, je suis à la concrétisation pour commencer donc en janvier. Voilà. Voilà. Donc là, le film commence en janvier. D'ailleurs, je serai beaucoup moins dispo après, je pense, sur la partie médiatique, le temps de la réalisation, en fait, hein. Et pour terminer cet entretien, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose qui te tient à cœur? Non, je trouvais ça chouette parce qu'en fait, tu m'as amené vers des questions qu'on me pose pas forcément. Et ça, je trouve ça génial. Oui, après, si je peux rajouter quelques trucs, c'est que bah, Oui, du coup, c'est une petite boîte de production avec laquelle je travaille. oui. Et là, finalement, alors voilà, tu vois comme quoi le budget Ulule était plus que nécessaire. C'est qu'en fait, je finis même pas, ça dépasse un peu mon budget de matériel. Il ne me permet pas de payer l'ingé son comme prévu. Donc, ça veut dire que voilà, voilà, c'est une petite boîte de production avec laquelle je travaille. Donc, du coup, c'est pas facile au niveau financier, mais ça correspond à mes aspirations aussi. Donc, c'est important. Et en fait, je pense si tu veux, quand tu vas sur ma page Ulule, tu peux encore contribuer sur la page par une autre plateforme. En fait, enfin, la page te renvoie vers une autre plateforme. Et voilà, s'il y a des gens qui n'ont pas eu le temps ou qui ne connaissaient pas le projet, qui souhaitent participer, même 1 euro, c'est génial. Enfin voilà, voilà, les gens mettent ce qu'ils veulent, mais ça peut m'aider moi à avancer un peu plus. Voilà, c'est plus pour pouvoir aussi rémunérer les gens qui m'accompagnent ou au moins les défrayer, quoi. Ce serait déjà top. Et est-ce que c'est une cagnotte qui reste active pendant une certaine période ou tout au long du projet? Non, je pense qu'on peut. Non, il n'y a pas de date de fin. Enfin, Oui. tu sais, c'est un peu comme Tipeee, je crois, en fait. Ah, oui, ok, bah, je partage le lien en même temps que le podcast, donc vous pouvez le retrouver dans la légende. Ouais, c'est Un gentil. lien. Et voilà, ouais, ça peut permettre voilà, les petites rivières font les grands fleuves, comme on dit. Ouais, carrément. Bah, merci en tout cas, Jade, et je suis contente que ce soit enfin concrétisé parce que depuis le Yes. temps. Eh bien, Mélanie, merci pour ton partage et pour ce merveilleux projet. Voilà, j'invite vraiment tout le monde à aller voir ton travail et ce que tu proposes. Avec plaisir, avec plaisir.